peur, je pense que la peur est un affect aussi hyper important. Moi, j'ai peur, et quand je dis que j'ai peur, c'est-à-dire que moi, Karim, j'ai peur pour ma sécurité. C'est très important, pour la sécurité de ma famille. C'est de là que je parle aussi. J'ai là tout Votre de famille suite, qui qui est partout en Palestine. Ouais. Donc, j'ai de la famille, j'ai un peu de famille à Gaza et de la famille en Cisjordanie. J'ai peur pour tout le monde. C'est important. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, vous avez peur que votre famille de Gaza soit bombardée, Par exemple. par exemple. Voilà. Cela étant, je pense que la question des mots, elle me tient à cœur forcément parce que je suis écrivain, mais elle me tient à cœur aussi parce que c'est l'un des seuls réels outils que nous avons. En fait, la question de Palestine et Israël, c'est une question sur laquelle, en fait, il y a des mots de base qui décrivent la situation, des mots qui n'ont, si je ne me trompe pas été prononcés encore. Et en fait, si on ne pose pas ces mots, Lesquels, par on parle de rien. Il faut parler d'apartheid. Apartheid, c'est pas un terme que je lance moi comme ça pour le fun. Apartheid, tel qu'il a été démontré par de nombreuses organisations de droits de l'homme israéliennes. On a eu un débat sur le sujet sur ce plateau. Juste, le mot doit être là, parce que si on parle pas d'apartheid, je sais pas de quoi on parle. Ensuite, colonisation. Il faut qu'on parle de la colonisation. En fait, on est dans un cadre de colonisation absolument féroce. On n'est pas dans... Parce que colonisation, c'est pas une abstraction. C'est une réalité. C'est une réalité qui régit la vie entière des Palestiniens et en fait régit la vie des Israéliens, puisque c'est un État colonial. Et en fait, à partir de là, si on ne parle pas de ça, en fait, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne comprends pas de quoi on parle quand on parle, vous savez, des événements, etc. Donc pour moi, c'est très important. Et je ne veux pas débattre de ces mots. Parce que si je dois parler à quelqu'un qui va me dire non, il n'y a pas de colonisation ou non, il n'y a pas d'apartheid, je suis dans l'erreur factuelle. Et moi, l'erreur factuelle n'a pas sa place pour moi, en fait. Juste, Sylvain Bull, là-dessus, est-ce que le paradoxe de ce moment, c'est que on n'a jamais autant nommé les choses, d'ailleurs des deux côtés, que depuis 10 jours, peut-être est-ce que ce n'est pas ça l'un des paradoxes ? Oui, absolument. On n'entend personne ici, j'imagine, sur ce plateau ne va nier la colonisation. Sur le terme d'apartheid, il y a débat. Mais en effet, on a un problème d'étiquetage. On n'a pas seulement un problème émotionnel, on a un problème d'étiquetage du Palestinien, de l'Israélien et du conflit. Parce que moi, je pense qu'on peut mettre en parallèle les souffrances actuelles du peuple israélien qui sont inouïes, inimaginables, les souffrances du peuple palestinien de Gaza, l'occupation, mais on ne peut pas mettre en analogie le massacre génocidaire qui s'est passé le 7 octobre et la situation en Palestine. Et par ailleurs, on a un problème d'étiquetage. On ne peut pas mettre en parallèle ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'histoire. C'est pas du même, et c'est pas du même domaine. Précisons alors, pourquoi je crois qu'on ne peut pas accuser Israël d'avoir dans son histoire... Israël a martyrisé les Palestiniens, n'a pas commis de massacre génocidaire sur les Palestiniens. On ne peut pas dire les choses comme ça. C'est pour ça que... Je me demande ce que dit l'ancien procureur en Ukraine, qui est aussi... Vous voyez, c'est pour ça exactement que moi je disais... Le droit et la solution. Restons sur le droit et vers l'avenir. Moi, je parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, éventuellement de génocide. Parce que ce sont les qualifications pénales. Parce que ce sont les qualifications. Le 7 octobre, c'est un crime de guerre et c'est un crime contre l'humanité. Ce qu'Israël est en train de commettre aujourd'hui dans la bande de Gaza, en coupant l'eau, l'électricité, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins, c'est un crime de guerre à minima. C'est très probablement un crime contre l'humanité. Il y a même, vous avez probablement entendu l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo, qui a commencé aussi à parler de génocide, à la fois pour celui du 7 octobre et pour la situation actuelle à Gaza. Et donc, voilà, ça, ce sont des termes qui sont définis juridiquement par les conventions internationales et par le statut de Rome. Et c'est moi, en tout cas, les mots auxquels je me réfère et pas d'autres, parce que c'est ce qui est une base commune. Je voudrais qu'on repose un peu la question que j'avais évoquée en introduction dans le sommaire, parce que est-ce que la cause palestinienne a été, oui ou non, entre guillemets, salie le 7 octobre dernier ? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, il y a eu beaucoup de tribunes ces derniers jours, je vais en citer 3 notamment. Le politiste Jean-Paul Chagnolot qui disait dans Le Monde « La cause palestinienne risque d'être ensevelie pour longtemps sous les cendres d'actes effroyables ». L'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud, c'était dans Le Point, qui lui parlait d'une défaite pour la cause palestinienne. Et dans Le Point, toujours, le romancier franco-marocain qui lui va encore plus loin et qui dit « Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte, assassinée ». Qu'est-ce que vous dites, vous, Frédéric Ancel ? Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle a changé de nature ?
Je pense que la cause palestinienne va être rehaussée si le Hamas est militairement neutralisé et détruit. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Beaucoup de Palestiniens se réfèrent au Hamas, d'ailleurs pour des raisons parfois pas militaires ou politiques, mais sociales, identitaires éventuellement, notamment pour les conservateurs et les traditionalistes musulmans, pourquoi pas. Mais en réalité, depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, pas contre Israël, Israël s'est retiré en 2005 totalement. Contre l'autorité palestinienne, légale et légitime en droit international, il y exerce une férule de nature totalitaire. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe en termes de soutien politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, on ne sait pas, ça. Ah non, mais c'est difficile de le savoir quand même. Hein. Il n'y a pas de référendum, pas d'élection, pas de sondage, c'est quand même extrêmement compliqué. Et la férule, elle est partout. La répression, elle est féroce. Maintenant, nous avons affaire, me semble-t-il, à une cause palestinienne qui doit absolument être défendu dans le cadre, je vais vous rejoindre, du droit international, qui a été porté par le processus de paix d'Oslo, qui a échoué pour des raisons, me semble-t-il, très très diverses, et des deux côtés, il y a eu des torts, et j'insiste... Et je précise pour dire que le Hamas, comme de l'autre côté, des ministres comme Ben-Gvir, sont ceux qui ont voulu la mort du processus de paix, ils sont aujourd'hui au pouvoir, des deux côtés. Est un extrémiste au dernier. Non, mais je veux dire, ceux qui ont tué Oslo sont au pouvoir des deux côtés. On est d'accord, on est d'accord. Maintenant, la cause palestinienne, si elle peut, en quelque sorte, elle retrouvera ses lettres de noblesse avec la remise sur pied d'un processus de paix porté de son côté palestinien, par l'autorité palestinienne. Mais est-ce que ça, on peut le décréter? C'est une vraie question. Est-ce que ça peut être décrété de l'extérieur par les pays étrangers? D'un mot, mais c'est une certitude. À Gaza, il y a une seule entité politique qui a le droit international de gérer les affaires de ce territoire. C'est pas Israël, c'est pas l'Égypte, c'est l'autorité palestinienne. Et de ce point de vue-là, je crois pouvoir affirmer qu'en droit international, l'autorité palestinienne n'a pas, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais commis de crime contre l'humanité, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle a même porté le processus de paix à plusieurs reprises avec plusieurs gouvernements israéliens. J'avais une question, excusez-moi, elle est très bête. Est-ce que les gens du Hamas, je ne sais plus comment il faut dire Hamas, Hamas. Hamas, c'est comme ça. Hamas. Hamas. Est-ce que les gens du Hamas sont-ils des Palestiniens? Alors on va la poser, on fait tourner la parole. Oui, si vous posez la question, oui. bien sûr, ce sont Bien des Palestiniens, sûr. mais ça ne signifie pas qu'ils ont une représentativité chez les Palestiniens. Et après le crime contre l'humanité du 7 octobre, qu'à mon avis contestent énormément de Palestiniens. Le mouvement est né là-bas. Le mouvement national palestinien, il n'est pas né avec le Hamas, lui est né en 87. Non, le il a Hamas, commencé avant. mouvement. Il a commencé en 87 dans la bande de Gaza. Marine Lovic. Je reviens sur l'histoire de la charte du Hamas. Elle a été amendée en 2017. J'ai couvert cette période-là. J'étais à Gaza. Je faisais mon travail de journaliste. J'interviewais des représentants du Hamas à ce sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est pas tellement... Mais elle a été amendée, on va préciser, pour Elle a ceux été qui ne amendée. connaissent Alors, pas toute l'histoire du Hamas. Bon, si vous voulez, c'était un petit ravalage de façade. Voilà. Oui. Le Hamas cherchait depuis plusieurs années, le bureau politique, en tout cas, à se refaire une figure devant la communauté internationale. Voilà. Et moi, j'ai travaillé pendant toutes ces années-là, qui était une opération communication, en sachant très bien qu'il s'agit de la branche politique. Là, quand on parle du Hamas, en fait, de la guerre qui est menée à Gaza, elle est menée par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et pas seulement la branche armée du Hamas. Oui, mais Ismaël Haniyeh, qui est à Doha, au Qatar, qui est le patron du Hamas, politiquement, a revendiqué. Les communiqués, ce ne sont pas les responsables du Hamas qui sont un peu partout dans le monde. Pardon, mais est-ce que cette division, elle est utile aujourd'hui?